Salut François, ça va? La Ça forme? va? Ouais, ça va très bien. Euh, Petite invitation cette semaine. Alors moi, j'ai pas pu voir les films que tu as vus, mais c'est assez cohérent. Donc je m'étais dit, enfin on s'est dit que c'était une bonne idée d'en parler parce que ce sont trois films, ce sont trois comédies, c'est ça? Ouais, tout à fait. Trois comédies avec quand même des subtilités. On va dire que les trois films appartiennent au très grand genre qu'est la comédie et qui englobe énormément de films en fait. Mais on va parler oui, en effet, de trois films très différents et qui ont quand même quelques caractéristiques communes, à savoir Président d'Anne Fontaine, Camelot premier volet d'Alexandre Astier et À l'abordage de Guillaume Braque. Donc un spectre très large de comédie, on va dire. Je vois ça, je vois ça. Alors, moi, j'avais pas du tout envie de voir le premier, Président, même si intrigué, quand même, intrigué parce que le pitch de base où on reprend des personnages de fiction, enfin des personnages, pardon, des personnages réels, et en faire de nouveaux personnages de fiction, donc à savoir François Hollande et Nicolas Sarkozy, c'est ça. Euh, Exactement. Anne Fontaine, pas fan de cette réalisatrice. J'ai dû voir quelques films d'elle il y a très longtemps, mais j'ai pas gardé grand-chose. La preuve, je me souviens plus de films qu'elle a réalisés. Et puis le deuxième Camelot. Alors moi, je ne connais pas du tout l'univers de Camelot. La bande-annonce m'a pas fait rêver, mais c'est visiblement une grosse référence culturelle française quand même depuis des années. Donc là, tu vas pouvoir nous en parler beaucoup plus. Et puis par contre, Guillaume Braque, j'ai vu tous ses films et bon, je suis grand fan de ce réalisateur. Malheureusement, je ne veux pas aller voir à l'abordage en ce moment parce que je suis en vacances loin, mais j'espère qu'il passera encore à mon retour. Et bah, j'ai hâte que tu m'en parles sans spoiler, Ouais. euh, pour, et puis pour donner aux gens envie d'aller voir ce film et les deux autres aussi, j'imagine. Donc, comment Bah, elle parle. celui que tu veux, fais dans l'ordre, et puis moi je te poserai des petites questions de temps en temps. Eh ben, on va le faire chronologiquement. J'ai commencé la semaine avec Président d'Anne Fontaine, qui était, bah, je te rejoins complètement, mais c'est un film que j'avais pas spécialement envie de voir. Je me suis laissé convaincre, on va dire, par les retours plutôt positifs d'un point de vue global, je veux dire de la presse, de quelques spectateurs que j'ai pu entendre ça et là. Et parce que, et on va y revenir plus tard, parce que je me suis rappelé d'un truc, c'est qu'il y a eu pas mal de petits contenus, que ça peut être des interviews, des masterclass, etc. La présentation d'OSS à Cannes, qui m'ont rappelé que Jean Dujardin, à titre perso, c'est très subjectif, était un acteur et est toujours un acteur qui me plaît énormément, qui, voilà, on va dire un lien depuis l'adolescence avec Dujardin, avec Brice de Nice, des rôles comme ça qui ont Le Convoyeur, son premier long, si je dis pas de bêtises, où voilà, c'est un acteur qui me fascine. Je trouve qu'il fait des choix de carrière parfois très ambitieux et risqués. On l'a vu récemment chez Dupieux, chez Kerverne de l'Épine. Et je me suis dit, bon, allez, même si je vais y aller, je vais laisser la chance au film, parce que ça fait jamais de mal, en tout cas pour moi, de voir une performance de Jean Dujardin, et voir Jean Dujardin, qui est un acteur que j'aime beaucoup, tenter quelque chose de risqué. Après, je suis d'accord avec toi, la proposition même du film, alors la com aussi, les premières bandes annonces, tout ça, m'avait pas du tout convaincu, et j'ai crevé l'abcès direct, hein, sans être une catastrophe, le film non plus ne m'a pas vraiment convaincu. Je trouve que c'est un film très oubliable, et c'est quand même assez triste de se dire ça. C'est un film quasiment aussitôt vu, aussitôt oublié, parce que je pense sincèrement que les thématiques et même le projet de base ne sont pas là pour impacter. C'est triste, hein, je ne veux pas leur jeter la pierre directement, parce que je sais que c'est pas le cas quand on fait un film, c'est on y croit vraiment. Mais moi, c'est en ressortant de la salle, ce que je me suis dit. Mais c'est une satire, mais ça n'est pas vraiment une. Disons que c'est une satire très légère, ça y va pas, ça rentre pas vraiment dedans. C'est pas de la parodie non plus, parce que ça s'inspire des personnages, mais ça en délivre une toute autre note, quoi. Euh, à la limite, et dans les vraies qualités du film, on peut quand même retenir une vraie qualité d'écriture de dialogue, je trouve. Il y a voilà, des réparties bien senties tout au long du film. Ça, c'est indéniable. Et une vraie sympathie pour les comédiens, sur lesquels je reviendrai plus tard. Et c'est vraiment ce qui sauve le film, quoi. S'il n'y avait pas ces comédiens-là et quelques dialogues bien sentis et glanés tout au long du film, on va dire, moi,
Le film derrière ça, je veux dire, la matière ce que ça vient questionner, le côté grinçant qu'on peut attendre de ce genre de comédie-là, y est très très peu ou trop peu à mon goût en tout cas. Est-ce que c'est pas un choix très curieux quand même dans une période où, enfin, je veux dire, les Français visiblement sont en plein divorce avec la politique et c'est assez curieux quand même de faire un film là-dessus, comme si Sarkozy et Hollande étaient des sortes d'icônes, alors qu'en fait, est-ce qu'ils sont pas déjà passés dans la trappe de l'oubli? En plus, Sarkozy est empêtré dans les affaires, etc. Est-ce qu'on a vraiment envie d'en faire un personnage de fiction sympathique? Enfin, c'est même Hollande. Enfin, c'est compliqué quand même. Le postulat de base déjà est compliqué. La bande-annonce où ça cabotine un maximum, c'est vrai que ça. Alors, ok, Dujardin, grand acteur sans doute. Moi, il m'a jamais fasciné autant que toi. Mais je peux comprendre. Il a une gueule, il a un sourire, il a des attitudes, il a un vrai charisme. Ça, je le nie absolument pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur tout simplement de départ au niveau des intentions en fait? Comment est-ce que le film marche déjà? Est-ce que en termes d'entrée, etc. Est-ce que Ah, ça attire? j'ai pas vérifié le box-office, mais non, enfin, je crois pas. En tout cas, peut-être pas. Quelles peuvent être les attentes sur un tel film? Parce qu'en effet, c'est un projet ultra casse-gueule, on peut le dire quand même. Et de Euh, hmm. Mais donc, je sais pas trop au niveau box-office ce que ça dit, mais il est certain qu'en revanche, tu parlais du contexte pour faire un tel film. Moi, je pars du principe que, au contraire, on est à un an des présidentielles. Si le film avait été peut-être plus mordant, plus incisif, avait pris plus de risques, en fait, euh, possiblement, il aurait pu trouver son public. Tu disais quelque chose, un truc qui m'a marqué. Tu dis de dépeindre des personnages relativement positifs, tu vois. Est-ce que c'est encore vraiment des icônes qu'on a envie de bien peindre? Le film ne fait pas ça, très clairement. Il les ridiculise globalement tout au long du film, dans tout leur parcours, quoi. Ça, à la limite, on peut pas vraiment lui en tenir rigueur là-dessus, Anne Fontaine. Mais disons que Parce c'est que décrit. Ouais, excuse-moi. excuse-moi, mais tout à l'heure, ou alors j'ai mal compris, mais je pensais que tu disais qu'ils étaient qu'on avait de la sympathie pour les acteurs. Donc tu différencies bien Non, les acteurs des figures tout qui à les fait. intéressent. D'accord. Moi, même quand tu ridiculises des personnages comme ça, des personnages d'État, je me demande si t'en fais pas des figures finalement, si tu les rends pas sympathiques, quoi. Je veux dire, et Ouais. justement, est-ce que, bon, j'ai pas vu le film, mais tu parles d'un manque on va dire, de virilité dans la caricature, etc., d'une certaine manière, ou en tout cas pas de virilité, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pas suffisamment incisif, c'est pas suffisamment méchant d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas un peu le problème de la comédie française populaire depuis des années? C'est-à-dire, est-ce que ça manque pas un peu de méchanceté, tout simplement? Quand on pense aux grands films enfin, moi, je trouve un grande comédie au début des années 80 ou même des années 90 avec Les Inconnus. Voilà, les personnages sont méchants, ils sont bêtes, tu te prends absolument pas de sympathie pour eux. Bien au contraire, ils sont ridicules, mais ils sont surtout un peu dégueulasses. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont un peu sales. On retrouve pas ça là, j'ai l'impression. Non, non, clairement pas. C'est très sage, malheureusement. Alors après, on pourrait rétorquer à ça que c'est pas sage dans les dialogues et que, tu vois, c'est un petit peu, comment dire, c'est derrière la dorure se jouent des choses très graves, etc. Ça, on pourrait le dire, mais même dans la mise en scène, moi, je trouve ça très sage, quoi. Et ce n'est absolument pas une critique envers le théâtre que je vais faire, mais par moments, j'avais vraiment, tu sais, on dit souvent du théâtre filmé. Moi, c'est une formule que j'utilise pas vraiment, mais en l'état, vu que la seule chose qui m'est vraiment plu dans le film sont les dialogues et les acteurs, certaines bonnes touches de répartie et les comédiens, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire une pièce de ça, quoi, plutôt que de convoquer des moyens cinématographiques quelle est la valeur ajoutée de faire ce film enfin, de faire de cette histoire, de ce script, un film, quoi. Franchement, je la trouve pas trop. Il y a des moments un peu où il s'attente un peu de briser le quatrième mur, mais ça, on l'a tellement vu. Donc, je veux dire, Dujardin qui regarde la caméra et qui s'adresse à nous, ou pareil que pour Grégory Gadebois qui fait François Hollande.
Bon, je veux dire, on l'a tellement vu, c'est des procédés usités de partout, fait mieux à côté, fait plus, de manière plus grinçante. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un, je suis, si tu veux, niveau génération, je suis pile poil dans la génération guignol de l'info, quoi. J'avais 10-15 ans quand les guignols étaient à leur apogée. Comment on peut, euh, tu vois, je veux dire, dans un projet qui semble lorgner de ce côté-là, ça peut pas, ça subit tellement je veux dire, la comparaison, elle est effroyable, quoi. Tu te dis, tu mets un film comme ça à côté des meilleurs sketchs des Guignols de l'info. Non, non, mais c'est pas. Encore une fois, c'est très personnel. Peut-être que des gens vont dire, ah ouais, non, mais c'est hyper incisif, mais bien enrobé, tu vois. C'est sournois. Et c'est vrai qu'il a un peu ça par moment, le film, quoi. C'est tellement bien écrit, les dialogues sont tellement savoureux et tout, que tu dis, ah ouais, putain, c'est méchant, mais tellement bien habillé, si tu veux. Que ça peut se comprendre. Je peux comprendre qu'on trouve ça magnifiquement grinçant et tout ça. Franchement, moi, j'ai trouvé ça trop sage, en fait, trop sage, et je trouvais que ça prenait pas énormément de risques. Ouais, même dans les décors, les costumes, dans la manière ouais, de rendre ça, de rendre ce projet, d'en faire une vraie proposition de cinéma, en fait. Là, c'était vraiment très pépère, quoi. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais de toute façon, il y a un gros souci en France sur la fiction politique quand même, hein. Moi, j'ai pas souvenir, en tout cas depuis fort longtemps, d'avoir vu une bonne fiction politique française. Il y avait, je sais pas si tu te souviens de ce film, L'exercice de l'État, qui avait pas mal marqué avec Olivier Gourmet. Oui, du coup, c'est très bien parce qu'on peut refaire la publicité ici. C'est vrai que c'était pour le coup très ambitieux au niveau en termes de mise en scène, c'est clair. Mais bon, on n'était pas du tout dans la comédie. Mais effectivement, en termes de fiction cinématographique politique, c'était pas mal. Mais moi, je me souviens je crois, du Président avec Bruno Podalides, il me semble. Euh, je, je m'en Alors, souviens bien, mais il y a La Conquête, qui doit être le film avec Denis Podalides, en effet, où il joue Nicolas Sarkozy. Et tu as un autre film qui s'appelle Président avec Albert Dupontel, mais qui est beaucoup plus, enfin, fiction, dans le sens, voilà, ça n'a pas l'ambition d'être un biopic ou quoi que ce soit. Et moi, dans le même style, on va dire, même si c'est des tons très différents de fiction sur la politique, comédie, je garde un relativement bon souvenir de Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. ok. Euh, Je- j'avais trou- j'avais trouvé ça plutôt réussi parce que, encore une fois, il y avait, alors ça poussait peut-être les potards un peu trop loin pour certains, mais on est dans le registre de la comédie. Il acceptait, c'était inspiré d'une BD, il acceptait ce côté BD cartoonesque par moment avec des idées visuelles, sonores, voilà, tu étais au cinéma quoi. Je veux dire là, oui, il y a deux, trois tentatives de passage en chanson, de trucs comme ça, mais franchement, c'est trop sage et c'est dommage parce que, et je le répète quand même parce que je l'ai dit un peu trop rapidement, il y a quand même des moments où je me dis, enfin, encore une fois, c'est vraiment très lié à mon admiration pour les comédiens et notamment Dujardin, de me dire, mais ce gars-là, il est trop fort, quoi. Enfin, j'étais dans le film grâce à lui et à me dire, mais même quand il cabotine et tout, tu dis, mais ouais, mais en fait, j'y crois, ça me fait rire, quoi. C'est-à-dire que même quand il en fait des tonnes et tout, moi, ça me fait rire. C'était pas le cas dans la bande-annonce où, je sais pas, il y avait un truc qui marchait pas. C'est une bande-annonce d'ailleurs qui est pas tirée du film. La première, le premier teaser, c'était un truc qu'ils avaient tourné certainement à côté, tu vois. Et ils avaient dû y aller à fond. Et voilà, j'avais très peur de ça. Et globalement, bah, je suis resté pour les comédiens, mais c'est un film très oubliable selon moi, quoi. Et après, enfin, on pourrait parler aussi d'Anne Fontaine et de son cinéma, du fait que cette femme-là fasse beaucoup de films, tente beaucoup de genres. Tu vois, elle navigue entre parfois le polar, le drame intimiste, la comédie. Elle avait fait une comédie qui s'appelait Mon pire cauchemar avec Isabelle Huppert et Benoît Poelvoort, si je me souviens bien, qui m'avait plutôt agréablement surprise d'ailleurs, cette comédie. Et ouais, là, c'est plus sage quand même, globalement, ce qu'on peut retenir, quoi. ok. En parlant de fiction politique, et on va peut-être ensuite passer sur Ouais, Camelot, mais est-ce que tu as souvenir de ce film avec Fabrice Lucchini en Mer de Lion? oui, oui, Alice et le maire, tout à fait. Alors, je n'ai plus le nom du réalisateur en tête. J'en suis navré, on le mettra dans les commentaires parce qu'en effet, enfin, je sais pas ce que toi tu en as pensé. Moi, c'est un très bon souvenir. J'ai beaucoup aimé ce film. Ah bah donc, ok, moi pas. Enfin, en tout cas, Toi pas. Ok.
mais j'avais beaucoup aimé son premier film. J'avais beaucoup aimé le premier film de ce réalisateur et décidément, c'est pas sympa pour lui parce que je me souviens pas de son nom comme toi et je me souviens pas du nom de son premier film non plus, mais qui est hautement recommandable et qui était une sorte de thriller avec un rythme très particulier, avec André Dussolier en, ouais, une sorte de pervers narcissique de mémoire. C'était super. Bon, bref. Et donc, il y avait Alice et le maire, et j'en ai beaucoup parce que voilà, je me disais, tiens, peut-être enfin une grande fiction politique, et je trouvais que ça tombait un peu à plat aussi. Mais Non, bon. alors ouais, on peut en parler rapidement, mais parce que du coup, je vais filer le contrepoids un petit peu de toi qui n'a pas trop aimé ce film. Moi, ce qui m'avait plu, c'était justement l'épure du projet, quoi. De se concentrer sur essayer de comprendre ce que c'est qu'un discours politique et de questionner la croyance aussi, tu vois. Alors après, je suis d'accord, hein, on n'était pas dans un projet ample, quelque chose de, tu vois, d'ambitieux à ce niveau-là, quoi, de créer une grande fiction autour de la politique, etc. Mais il y avait une délicatesse, notamment dans l'écriture, je trouvais, d'Alice Elmer. Je trouvais le film très très bien écrit, les dialogues et très bien joué, quoi. Le film reposait sur des choses simples entre guillemets, hein, des bons dialogues, un scénario très bien structuré et deux comédiens au top, quoi. Et elle, moi, j'étais à fond, je la trouvais super. C'est peut-être un de mes rôles préférés d'Anaïs de Moustier, parce que c'est la comédienne qui fait face à Fabrice Lucchini. Et voilà, pour ça, en tout cas, bah, faites-vous votre avis, mais c'est vrai que il y avait aussi ce film-là, quoi, Alice et le maire. Ok, on passe sur Camelot, Antoine, et c'est Avec peut-être plaisir. pour introduire Camelot. Moi, j'aimerais te demander ce que tu attends aujourd'hui d'une comédie française ou d'une comédie populaire, tout simplement, qu'elle soit française ou pas, mais ça peut être sympathique de parler de la comédie populaire en France et de ce qu'elle représente pour toi et de ce que tu en attends. Euh, C'est un vaste débat. En tout cas, moi, ça fait longtemps, si tu veux, que moi, quand tu me dis comédie populaire comme ça, bah forcément, j'ai des images de mon enfance qui reviennent et c'est peut-être parce que j'ai vu aussi il y a pas très longtemps l'exposition sur Louis de Funès à la Cinémathèque française, mais il y a voilà, je pense à des films comme ça, je pense aux comédies de Gérard Houry, à Rabbi Jacob, au Cornio. La folie des grandeurs. Et la folie des grandeurs, tu vois, par exemple, c'est un film, je trouve qui, je vais essayer de faire le lien un petit peu avec Camelot, c'est que c'est par moments plus que de la comédie en fait. C'est-à-dire qu'on te propose, et c'est ce que répète souvent Astier en interview, euh, qu'il faut que le cadre de cette comédie soit épique, soit autre chose, soit de l'aventure, mais soit crédible et te paraisse épique pour nourrir ta comédie en fait derrière. Et c'est en ça, je trouve que Camelot, premier volet, donc est comme son nom l'indique, le premier volet d'une nouvelle trilogie euh, au cinéma pour Camelot, qui fait suite à la série. Ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est pas un spin-off ou quelque chose qui vient, ou une adaptation de la série au cinéma comme on pourrait le voir. C'est vraiment la suite de l'histoire qui a été portée pendant 6 saisons par Alexandre Astier et ses équipes, et qui arrive 12 ans après, si je ne dis pas de bêtises. Et en tout cas, ça fait vraiment plaisir, au-delà, on va reparler des défauts du film, selon moi, mais ça fait plaisir de retomber sur voilà, quelque chose, d'un élan un peu populaire. Moi, j'étais dans la salle mercredi soir, malgré les contraintes sanitaires et voilà tout le contexte très particulier qu'on est en train de vivre, de voir une salle pas pleine, mais quand même assez remplie et heureuse de rigoler aux mêmes vannes, vraiment de retrouver certains personnages. Tu sais, tu peux sentir quand même une certaine tension au moment des moments justement de tension, quand la musique arrive, parce qu'il compose aussi la musique. Alexandre Astier, c'est un touche-à-tout, quoi. Vraiment, il écrit, il joue, il réalise, il compose la musique, il monte le film. On en reparlera ça du montage, mais en tout cas voilà, pour ces moments genre juste épiques, c'est très émouvant de se dire d'accord, là on s'est marré, mais je comprends aussi pourquoi on est emporté par autre chose peut-être, c'est que bah voilà, on s'est marré, mais avec des décors de dingue, des costumes de fou par moment, une BO magnifique qui n'a pas peur d'aller bah ouais, vers du symphonique, etc., et de t'en mettre plein les oreilles et plein les yeux, quoi, pour l'ensemble du film. Ça fait vraiment plaisir. Et les premiers chiffres de démarrage du film tendent vers ça, quoi, je sais pas si ça deviendrait une comédie très populaire, mais
ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé dans la salle pour d'un film comme ça, quoi. Tu vois, d'un film un peu événement, d'un événement comique populaire, on va dire. Et est-ce qu'on doit aller voir Camelot même si on ne connaît pas du tout l'univers, comme c'est mon cas? Ou est-ce Moi, que ça peut être compliqué? Et si c'est compliqué, du coup, est-ce que c'est si populaire que ça? Et est-ce que c'est si ouvert à tous? je peux me tromper largement parce que pour le coup, sans être un fan hardcore de la série, j'avais vu les épisodes et tous les épisodes d'avant. Mais je vais faire confiance à Alexandre Astier et puis je me suis fait aussi mon avis en regardant le film. Je pense que c'est tout à fait ouvert aux néophytes de la saga, on va dire. Euh, oui, vous n'aurez pas les rêves de qui est cette personne, qui est un tel, mais globalement, tu cernes. Je veux dire, Astier, c'est un passionné de narration, de structure narrative et de technique d'écriture. Il a invité Christopher Vogler à Lyon. C'est un gars qui en parle très souvent sur Internet de comment structurer un récit. Le récit là-dessus, il est hyper carré, codifié. C'est un type de récit, si tu veux, et c'est le problème pour certains qui est très classique. Voilà, il le dit hein, lui-même, c'est le retour d'un roi, quoi. C'est un roi son royaume a été abandonné, il revient, en fait. C'est aussi simple que ça, quoi. Après, les imbrications voilà, de qui est qui, de qui fait quoi, lui t'invite à les découvrir plus tard. Il a même dit en interview, il dit, moi, pour moi, l'idéal, ça serait que quelqu'un qui n'a jamais vu de Camelot voit le film, aille voir la série et revoit le film ou aille voir le numéro 2, tu vois. Histoire de vraiment de bien cerner le truc. Et pour lui, c'est la meilleure manière presque de découvrir le film, quoi. Donc, non, non, aucune crainte à ce sujet. Et puis, bah, par populaire aussi, parce que on en pense ce qu'on veut de l'écriture, de certains dialogues. Moi, il y a plein de potes hein, autour de moi qui n'ont jamais adhéré à l'humour très particulier d'Alexandre Astier. Mais globalement, tu sens quoi. Alors même s'il y a quelques petits passages obligés où il te remet des dialogues un peu de la saga et tout, tu sens que ça fait mouche, que la salle se bidonne sur des expressions. Ça, c'est un truc, c'est con, mais c'est un Camelot, c'est comment dire, un vivier de répliques cultes, quoi. C'était déjà le cas avec la série. Je pense que ça va l'être encore avec le film, qui est, moi, je trouve brillamment écrit en termes de dialogue, quoi. Alors, certains disent, ouais, mais c'est tout le temps la même chose, Camelot. Ouais, certainement qu'il y a il a ses automatismes assez, clairement. Mais qu'est-ce que ça marche bien? On parlait des acteurs sur le film précédent, là, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est un amoureux des acteurs, c'est quelqu'un qui a grandi avec ça, avec le théâtre, avec ses parents qui sont comédiens. Et donc ça se ressent en fait, qu'il écrit pour des comédiens, il fait pas passer de casting Alexandre Astier quoi. Il c'est un musicien et ça se ressent comme, moi mon idole absolue qui est Bertrand Blier et il s'en réclame un petit peu, enfin du moins il se dit très inspiré par Blier. Il y a de la musique dans le texte si tu veux. C'est-à-dire que tu es fasciné par ça quoi. Moi j'avais des frissons juste par Guillaume Gallienne par exemple qui est un nouveau venu dans la saga. Et enfin, moi, je l'avais jamais vu comme ça, quoi. Je dis, mais il est mortel, le texte lui va comme un gant, comme un costume, en fait. Je dis, mais c'est incroyable qu'il lui a écrit sur mesure, le texte, quoi. Et ça lui va trop bien. La façon dont tu parles de Guillaume Gallienne dans Camelot, ça me fait penser à cette séquence d'Édouard Baird dans Astérix. Euh, Oui, j'ai jamais tellement adhéré à l'humour de Chabat et au nul en particulier. Je suis resté dans cette opposition inconnu-nul parce ouais. que j'ai été biberonné aux inconnus, que ça m'a toujours fait hurler de rire, et les nuls beaucoup moins. Mais en tout cas, il y avait cette performance incroyable de Baird dans Astérix et tu sentais que les dialogues étaient. Alors, j'avais entendu dire que c'est lui qui avait improvisé, etc. Mais enfin, j'ai Ouais. du mal à croire que Chabat n'ait pas mis son grain de sel dans les dialogues et dans le monologue qu'il fait. Et c'est intéressant, effectivement, parce que du coup, on sentait l'amour que pouvait porter Alain Chabat à Édouard Baird dans cette séquence qui finalement lui laissait les clés un peu les clés de la voiture, si je puis dire, et ça marchait du feu de Dieu. Et pour moi, c'est la séquence que j'ai retenue d'Astérix. Et Mais t'as tout dit, c'est exactement ça. T'as parlé de ressenti, tu vois, ça se ressent. Et bah, Camelot, premier volet, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que tu ressors du truc, et on va aborder peut-être les défauts du film que j'ai pu cerner, mais enfin, ou du moins percevoir à titre perso, mais ressors avec le sentiment d'avoir quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait et qui, même s'il se trompe par moment, te dit, hey, je sais que je me suis viandé, mais
j'ai mis tout ce que j'avais, quoi. Et je fais confiance en mes comédiens, enfin, j'ai confiance en mes comédiens, je leur donne la partition la plus amoureuse, en fait, tout simplement, quoi. Cornillac, Clovis Cornillac, qui est un petit nouveau aussi dans la saga, un tout petit rôle, mais les quelques dialogues, ils sont mortels, quoi. Tu dis, putain, mais ouais, mais Cornillac, on a oublié, c'est un super acteur, quoi. Et ça fend le cœur de se dire, putain, mais j'ai trop envie qu'ils reviennent, Gallienne et Cornillac dans le 2, tu vois. Je fais, mais attends, mais ils sont trop bien, quoi. Et tu sens qu'ils les bichonnent, quoi, ces acteurs. Ils le disent en tournage, hein, c'est une colonie de vacances qui s'éclatent tous et tout, parce que le texte, il est près du corps, quoi, comme disait Blier. C'est ça, quoi. C'est trouver le juste costume et puis faire confiance, aimer les comédiens avec qui tu travailles, quoi. Ouais, tu te souviens qu'on avait parlé de ça pour Benedetta par rapport aux prestations de Stone j'ai Charlotte Turckheim en Ah, tête, Charlotte Rampling. Charlotte Rampling, merci. Et c'était ça aussi qu'on ressentait vraiment. C'est-à-dire que Ouais, tout à fait. voilà, il les laissait en roue libre et en même temps, c'était sous contrôle et c'était beau, quoi. C'était beau. Mm. Et juste sur les ressorts comiques, quand même, pour terminer peut-être sur Camelot avant, en tout cas quand tu parles des défauts. Donc on est sur du ressort comique qui est pas forcément du gag, c'est ça que je comprends. C'est pas de l'humour absurde, c'est pas les Monty Python non plus, parce qu'on pourrait voir un rapprochement avec Sacré Graal, du coup en termes d'époque, de costumes, etc. Donc on n'est pas là-dedans. Non, pas trop. Camelot, ça a toujours été je trouve, hein, il y a un vrai culte du bon mot. Ouais. Moi, en tout cas, ce qui marche sur moi, c'est que, bah, par exemple, au lieu de dire vous êtes à côté de vos pompes, ça va être prendre le mot pompe et puis et trouver toute une déclinaison de mots tirés de l'argot ou de la culture populaire ou quoi, et il va jouer sur les décalages comme ça de lexicaux, on va dire, et ça va te faire marrer. Donc tu vas retrouver des mots, tu vois, c'est pareil, c'est des automatismes chez Astier, quoi, mais des mots comme décarré, lambiné, des trucs comme ça où tu dis, mais ouais, ça c'est du pur Camelot, et moi en tout cas ça me fait rire. Donc il y a cet art de la punchline, de la réplique, pas trop de la situation gaguesque, souvent de l'opposition, un truc qui cultive vraiment l'humour de Camelot et qui du coup bloque beaucoup de personnes, c'est cette opposition, pas entre bête et intelligent, je dirais pas ça. Je pense pas que les personnages. Il a beaucoup de tendresse pour les personnages naïfs, en revanche. Il y a beaucoup d'enfants, d'adultes enfants dans Camelot. Mais justement, c'est cette opposition entre des gens qui ont vraiment les pieds sur terre, très concernés, très premier degré, avec des enfants adultes, en fait, quoi. Et du coup, bah, l'incompréhension totale, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est que ça, c'est que de l'humour d'incompréhension, moi je te dis ça, mais l'autre a compris l'inverse, et donc ça fait. Donc je peux comprendre qu'au bout d'un moment ça puisse lasser, mais franchement je trouve qu'il arrive à décliner ça avec bah, notamment une palette incroyable de dialoguistes. Il y a des dialogues complètement fous. Et puis encore une fois, sur celui-là, il faut quand même, au-delà de la comédie aussi, mentionner bah, l'aspect aventure. Oui, le film a des défauts notamment de lumière, de montage, de rythme au global des scènes, des séquences. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu as l'impression, tu dis waouh, waouh, waouh. Là, ce Astier a l'air vraiment habitué au rythme série. Ça va à 2000 à l'heure. En termes de montage, je ne suis pas monteur professionnel, j'ai vu qu'une fois le film, mais il y a des moments où tu dis waouh, waouh, on peut calmer juste les coupes, quoi. Alors qu'on est dans des séquences juste de chant contre chant et de dialogue. Ça va tellement vite. Peut-être qu'ils ont voulu aussi cadrer pour pas que ça dure trop longtemps. Le film fait 2 heures. Ah oui. Euh, ouais. Donc peut-être que ça aurait mérité un peu plus de temps, de laisser un peu, tu vois, respirer un petit peu. On garde quand même cette nervosité des répliques camelotiennes, on va dire, de la série. Et par moments, c'est un peu étouffant sur un long métrage, on va dire. Mais quel plaisir malgré quelques petites séquences qui peuvent être, bah, on va voir des VFX un petit peu cheapouilles sur les plans un peu larges, etc. De se dire, ah ouais, Camelot, la forteresse, sans trop spoiler, je l'avais pas imaginé comme ça. On n'en voit pas beaucoup en fait de la forteresse, de dépeindre l'univers autour. Bah, malgré ça, il y a des passages du film où tu te dis, waouh, quand même, les décors là, ça envoie le bois, les costumes, ouais, le production design dans sa globalité, on voit ce qu'il faut. J'entendais certains pinailler sur des extraits en disant, ouais, mais là, la lumière, c'est vraiment une lumière de télévision, c'est pas beau du tout.
Ouais, mais en fait, mec, regarde le film et dans ce contexte-là, c'est normal que la lumière soit un peu froide et pas très belle, un peu grise et tout. Deux scènes après, t'es dans un flashback, je dirais pas où et je détaillerai pas pour pas spoiler, mais où t'as des décors magnifiques, une lumière de dingue en plein désert avec la musique et tout qui résonne. Voilà, t'y crois quoi. T'y crois et ça fait plaisir de voir de l'ambition. Comme tu parlais de Mission Cléopâtre, Mission Cléopâtre l'avait quoi, cette ambition formelle d'aventure quoi, qui cadre ce récit comique. Et ça fait vraiment plaisir quoi. Donc la passion et l'envie de faire ça jaillit tellement du film que si tu veux les petits défauts de redondance, de comique, c'est-à-dire de ah ouais, ça c'est du pur acier, ah ouais, ça je l'ai déjà eu dans la série, mais tu me fais un petit clin d'œil, ah ouais, là c'est monté vraiment super vite, j'ai pas tout compris au truc, ah ouais, la lumière elle est pas ouf, tout ça à la fin du film, franchement, chut, tu les balayes quoi. Tu dis franchement, j'accepte tout ça parce que c'est le film m'a vraiment fait kiffer quoi. Et bon, c'est pas le nouveau Philippe de Broca quand même. On est d'accord que c'est Non, un autre. mais ouais, Et ouais, je vois. c'est si on retrouve euh, ses ambitions, effectivement, en termes de décor, d'aventure et de sortie qu'on fait chez Philippe de Broca, ou si c'est quand même trop loin, si c'est trop éloigné, si on est plus proche d'un humour canal, façon nulle, etc. Parce que quand tu me parles de ces hommes enfants, moi, ça me fait penser, de ce que j'en connais, et relativement peu, je l'admets, de l'univers des nuls, en fait, qui m'a jamais trop parlé à moi. Mais donc, est-ce qu'on est plus près de ça, ou est-ce qu'on est plus près des comédies, oui, à la Gérard Houry. Alors, tu as parlé de La Folie des Grandeurs, que j'avais d'ailleurs revu récemment et qui m'avait un tout petit peu déçu en termes de rythme aussi, justement, même s'il y a des scènes absolument incroyables. Mais ça m'avait déçu un petit peu en termes de rythme par rapport à La Grande Vadrouille, par contre, que j'ai revu, ou Rabbi Jacob, qui vont à 100 à l'heure et c'est tout bonnement incroyable. Mais voilà, je garde de la tendresse aussi pour les films de Broca où tu pouvais vraiment rire et en même temps passer un super moment d'aventure. On n'était pas dans Indiana Jones, mais voilà, ça bougeait, il y avait des ressorts de tension, etc. Donc, de quoi tu rapprocherais Camelot si tu devais rapprocher d'un des deux univers? Moi, comme ça, oui, je trouve que la comparaison avec De Broca serait pas complètement galvaudée. Et la, alors, certains crieraient peut-être au scandale, mais je pense que ce qui va faire, de toute façon, qu'on, comment dire, que je puisse te donner un avis là-dessus, ou du moins mon avis, c'est le temps, tout simplement. C'est de voir comment ça va infuser chez les gens. Bon, Kaamelott, on sait que ça a infusé, tu vois, mais, mais je pense pour te répondre qu'à la manière de Broca, ou je pense aussi à Jean-Paul Rapneau, par exemple, qui a pu faire ça aussi, il y a une volonté chez Astier, avec cette trilogie, et c'était déjà le cas avec la saison 5 et la saison 6 notamment, de dire, ok, je vais vous faire rire, il va y avoir de l'aventure aussi, essayer de mettre un peu d'épique, mais derrière, je vais aborder des thématiques surtout. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement fan de l'écriture thématique, à savoir, j'entends par l'écriture thématique, un deuxième niveau de lecture d'une histoire. Je te raconte une histoire, ça c'est le premier niveau de lecture. Le roi Arthur revient après 10 années voilà, de perdition. C'est voilà ce que raconte le film. Mais derrière, quelles sont les thématiques que j'aborde avec ce récit, si tu veux. Et ça, ben, il y a beaucoup de... La comédie française en souffre beaucoup, je trouve, où c'est souvent des propos, il n'y a même plus de questionnement, en fait, c'est des propos assez plats, assez naïfs, etc. Et là, j'ai l'impression quand même qu'il veut aborder des choses plus personnelles, plus sombres, qu'on a déjà entrevues dans les dernières saisons. Et on le voit là, dans ce volet-là, si tu veux. Et ça va se décliner dans les deux autres films, c'est certain. On sent qu'il sait où il veut aller et qu'il veut nous raconter quelque chose d'un petit peu plus, voilà, qui nous questionne, qui nous travaille un petit peu plus, quoi. Ok. Donc ça, c'est très, très encourageant pour la suite. Et je vous encourage vivement à aller vous faire un avis, du moins, parce que on n'a pas l'habitude de voir souvent enfin, de voir ce type de film-là, cette catégorie de film-là en France, quoi. Tu vois, c'est très rare. Est-ce que le dernier, c'est pas Les Visiteurs, en fait? Euh, Je réfléchis. Non, bah non, parce que tu vois, un film comme Mission Cléopâtre, c'est un peu le cas aussi, mais voilà, c'est de ce genre de. On est dans cette catégorie-là, quoi. De se dire. Alors évidemment, il y avait aussi Astérix aux Jeux Olympiques, tous les Astérix de manière générale, le Marsupilami de Chabat. Ah oui, euh,
Ouais, c'est vrai. Voilà, en tout cas, que la comédie française se dise, bah, on y va, quoi. On met les moyens, qu'importe les moyens et tout, on y va, on essaye, on y croit, on fait confiance en Astier là-dessus. Moi, je trouve qu'ils ont eu raison de faire confiance à Alexandre Astier. Euh, et j'ai hâte de voir la suite, franchement. Parce que, voilà, malgré les petits défauts ça et là, on n'a qu'une envie, c'est de voir la suite, quoi. C'est quand même très bon signe quand tu sors de la salle et que t'as ça. Bon, bah oui, on aborde à Ah l'abordage. bah, oh là là, quelle transition! Oh là là. Involontaire. Bon, bah, visiblement, tu connaissais pas trop Guillaume Braque avant d'y aller. Bon, quel est ton ressenti du coup? Et puis moi, par rapport à ce que tu vas me dire, je pourrais peut-être faire trouver un écho avec les autres films de Guillaume Braque. Alors écoute, ressenti très positif. On va tout de suite, en revanche, préciser pour nos auditeurs et spectateurs qui n'auraient pas le contexte. Là, on va changer radicalement de genre. C'est le jour et la nuit. Parce que là, on part sur de la comédie aussi, mais beaucoup plus estampillé, malheureusement, auteur. C'est-à-dire Guillaume Braque, c'est une typologie de film où, voilà, rien qu'en termes de sortie, de copies, on va être très pragmatique, hein, de nombre de copies sur toute la France, Camelot doit être à 850 copies. Je ne sais pas s'il y a 150 ou 200 copies pour le film de Guillaume Braque, quoi. Donc Enfin, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pour ça que tu disais malheureusement. Tu regrettais pas que ce soit un film d'auteur comique. Tu disais c'est malheureux par rapport au nombre de copies finalement, c'est ça? ouais, tout à fait. Et parce que même en termes de typologie, tu vois, c'est juste un fait. On ne cherche pas à viser le grand public avec à l'abordage, tu vois. Moi, là, ça, on part tout de suite sur l'interprétation qu'on pourrait en faire et tout ça, mais ça, c'est pas que je m'en inquiète, mais je suis assez attristé par ça. Pour aller voir à l'abordage, c'est tout simplement dire, pour aller voir à l'abordage, il faut le vouloir, genre vraiment. Il faut en avoir entendu parler dans des médias globalement très spécialisés, et il faut se déplacer dans un cinéma à arrêt sec et peut-être pas. Il faut s'en rendre compte pour beaucoup de Français, bah, à portée de main, tu vois. Il faut prendre sa caisse, il faut parfois faire de longues minutes de voiture pour aller voir ce film-là. Et c'est dommage parce que je trouve le film vraiment réussi. On est dans un type de comédie et de projet radicalement différent en termes budgétaires, en termes même de propositions. On n'est pas dans de la comédie d'aventure, encore que. Le pitch est très simple, c'est de la comédie, ça pourrait presque être un sous-genre. J'ai peut-être eu un bug de micro. Est-ce que Oui, tu oui. m'entends toujours? Non, effectivement, j'allais te dire qu'on t'a pas entendu depuis une dizaine de secondes. Donc tu parlais d'un sous-genre. Est-ce que tu m'entends? Oui, là je t'entends à nouveau, oui. Super. Oui, je parlais d'un sous-genre qui est la comédie de vacances. Les Français sont très friands, on va dire, vous pouvez regarder historiquement, on est très friands de ce sous-genre-là de la comédie. Et je ne sais pas si du coup ça avait coupé, mais une super chaîne YouTube qui s'appelle Calmos, que vous pouvez retrouver du coup sur YouTube gratuitement, a fait une vidéo sur la comédie de vacances. Et bah, l'abordage, c'en est une. Le pitch très simple, c'est un jeune homme qui rencontre une jeune femme et il décide de lui faire la surprise de la rejoindre sur son lieu de vacances. En fait, elle ne le sait pas. Ils viennent de se rencontrer, quoi. Ils ont passé une nuit ensemble à faire la fiesta loca à Paris et elle lui a juste dit qu'elle partait en vacances, quoi. Et il décide de lui faire la surprise, de partir avec un pote et dire, bah viens, moi je lui fais la surprise, on la rejoint, quoi. Je vous en dis pas plus, il va y avoir du blablacar, voilà, du covoit, etc. Donc un troisième larron qui se joint à tout ça. Mais, mais une volonté, en tout cas, à la base du projet, pour Guillaume Braque, je crois que ce qui a été amorcé, c'est un projet, en fait, avec le Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris, qui l'a contacté. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur Conte de juillet, si je ne me trompe pas sur le titre du film. Et c'est ça? Hautement recommandable, c'est ça. Et Conte de juillet, bah, évidemment en référence au conte d'été, conte de printemps, etc. d'Éric Romer. On va y Euh, revenir. Mais oui, en effet, bah donc là, c'est plutôt le conservatoire, a priori, qui l'a contacté pour essayer de tenter quelque chose d'un peu plus ambitieux, un long métrage spécifiquement écrit pour eux, etc. Il y a eu toute une période, non pas de casting, mais de découverte de cette promotion du conservatoire. Et ça, on peut le dire direct, au-delà du pitch du film, de la réal, de quoi que ce soit.
C'est encore une fois, en fait, là, c'est un point qui peut être, qu'on peut lier aussi à Camelot, c'est l'amour des acteurs, en fait, des comédiens. Moi, je les ai trouvés incroyables et ce qui fait que tu crois à tout ça malgré par moments la technique très friable, le manque de moyens qui saute aux yeux et aux oreilles direct, genre bah, voilà, faut dire ce qu'il y a quoi. Pour les amateurs de comédie française, on va dire classique qui sort tout le temps dans votre multiplex à côté de chez vous, on est très loin de ça quoi. C'est pas du tout la même ampleur de production. Mais je ne mets aucun jugement de valeur derrière, quoi. Derrière, on a des comédiens incroyables, notamment un certain Salif Cissé, voilà, qui n'est pas le premier rôle du film, on va dire, mais moi que j'ai trouvé mais incroyable, révélation, tu vois. J'étais à fond, quoi. Et, et Guillaume Braque, apparemment, joue beaucoup, et ça se sent sur un mélange entre improvisation, entre mélange écriture-improvisation, il mêle un peu les parcours personnels de chacun. Et voilà, ça fait qu'on est vraiment à fond avec les persos principaux et sur des thématiques, ma foi, très universelles qui rappellent énormément le cinéma tu l'as dit, d'Éric Rohmer. Voilà, c'est des amours d'été, des amours pas adolescents, mais adolescents d'été. C'est très léger et en même temps très mélancolique parce que voilà, ça aborde ça de manière très premier degré, comme on le fait tous en fait. C'est voilà, un tel aime une telle, mais c'est compliqué, mais on le traite jamais avec ironie ou avec dédain. C'est important en fait pour eux. C'est important pour les personnages, donc toi tu le ressens. Et voilà, la mélancolie tout simplement d'un été qui certainement ressort décuplé après bah, la période et encore dans la période compliquée dans laquelle on vit. Donc c'est retrouver des petites touches de vie toutes simples. Tu vois, pendant un été, quoi, pendant des vacances d'été, c'est très simple. Mais est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire au cinéma, d'atteindre une certaine simplicité, même dans les émotions, tu vois? Bah, Guillaume Braque, c'est ça, hein. C'est énormément de sensibilité. Quand tu vois ces films qui traitent toujours du sentiment amoureux. Alors, il avait fait un premier film entre le moyen et le long métrage, Un monde sans femme, qui révélait à l'époque Vincent Macaigne. Et décidément, j'ai du mal avec le nom des acteurs, mais c'est une superbe actrice qu'on a vue dans Antoinette et les Cévennes, Ah oui, c'est ça. qui faisait une performance déjà hallucinante. C'était drôle, c'était sensible, c'était mélancolique. Moi, c'était une vraie révélation. C'est un ami qui me l'avait conseillé. Et depuis, j'ai vu tous les films de Guillaume Braque. Tonnerre abordait des versants beaucoup plus dramatiques, mais tout en versant une petite veine comique, parce qu'il y avait Bernard Ménez dans le rôle du papa de Vincent Macaigne qui était incroyable. Et ensuite, il y a eu un documentaire sur la base de loisirs de Cergy, Oui. qui est très beau aussi. Et je crois qu'il y a une connexion peut-être à faire avec À l'abordage. Je ne sais pas s'il y a des scènes qui ont été tournées là-bas, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, des images que j'ai vues, je retrouvais un petit peu cette ambiance. Euh, voilà, un petit peu granuleuse, très directe, mais très sensible aussi. Et vraiment, moi, ce que je ressors de ce que j'attends d'un film de Guillaume Braque, c'est de comprendre des choses, des choses du quotidien et le sentiment de l'amour est toujours, le sentiment amoureux est toujours dépeint avec une justesse incroyable et une profondeur hallucinante, alors que c'est toujours extrêmement enfin, c'est vraiment simple ce qui tourne et ce qui fait dire à ces acteurs et c'est d'un naturel, et c'est beau, c'est tendre, enfin, c'est des films qui font du bien, même Tonnerre qui avait un côté dramatique, je vais pas le spoiler, mais c'est un film qui fait un bien fou, vraiment. Et ce réalisateur, en plus, il faut l'entendre, il est d'une douceur incroyable. Enfin, c'est vraiment. Bon, voilà, et on ne peut que regretter effectivement que ces films passent dans trop peu de salles. Et pourtant, on l'a dit, hein, enfin, j'ai dit, il a tourné avec des acteurs qui sont aujourd'hui célèbres, on peut le dire, ou en tout cas pas loin de la célébrité. Et j'espère que ces projets-là et qu'à l'abordage va fonctionner quand même à minima et va lui permettre, enfin, il en aurait peut-être la possibilité d'ailleurs, mais de revenir à quelque chose peut-être de plus grand. Euh, et euh, Est-ce que tu as ressenti ce côté populaire derrière, en fait, ce truc que tout le monde peut le voir, tout le monde peut voir ça et tirer des leçons de ça. Et c'est beaucoup plus abordable pour ceux qui auraient un petit peu peur peut-être d'Éric Romer. Je ne suis pas fan, hein, d'ailleurs, je connais assez peu Éric Romer. Et c'est marrant parce que j'aime beaucoup Guillaume Braque et j'aime beaucoup Emmanuel Mouret. Et c'est deux réalisateurs qui se réclament, je crois, beaucoup de Romer. Mais Romer me semble, de ce que j'en ai vu, et il faut que j'en vois beaucoup plus,
Mais c'est peut-être un peu plus compliqué d'accès, c'est peut-être encore un peu plus. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est un peu plus compliqué d'accès. Guillaume Braque et Emmanuel Duval, c'est très simple d'accès, c'est très direct en fait. Et c'est là où tu me tends une perche parfaite parce que sur ce côté accessible, entre guillemets, là même de par et il le dit hein, lui-même, de par la promotion qu'il avait au conservatoire, si tu veux, enfin, on a des jeunes gens qui représentent beaucoup plus la France, bah, déjà dans la diversité, on va dire, et la France telle qu'elle est, tu vois. On a deux personnages principaux de couleur, et à aucun moment c'est ce qu'il disait. Il disait il faut que ça soit important. Il ne faut pas le négliger. Tu vois, que vous êtes. Voilà, c'est pas. Enfin, c'est une donnée. Enfin, c'est pas une donnée, mais une caractéristique qu'il ne faut pas négliger. Mais à aucun moment, il faut que ce soit le sujet du film. C'est ce qu'il disait, en fait. Mais c'est là. Et donc, c'est un peu. Moi, en fait, on parle beaucoup de Romer parce qu'en effet, il y a l'omniprésence du sentiment amoureux. Il y a par moments des choix de dialogue, même s'il y a un côté très documentaire dont il dit se nourrir. Ça, un petit rappel à ce qu'on avait dit sur le cinéma de genre et la France, hein, que toujours il faut revenir à un côté documentaire. Même s'il y a ça, il y a aussi des choix lexicaux, encore une fois, qui peuvent faire penser à Romer, ça je suis tout à fait d'accord, tu vois, c'est des mots par moment où tu dis, oula, est-ce qu'on aurait vraiment dit ça dans la vraie vie, entre guillemets, mais Bien sûr. tu vois, et en même temps, c'est là où réside la vraie poésie du film et où bah, ressortent aussi les vraies qualités d'acteurs, en fait, des jeunes gens, quoi, parce que ça passe hyper bien, c'est hyper naturel. Mais je reviens, oui, sur le côté populaire, moi je suis tout à fait d'accord, parce qu'on a des jeunes gens qui représentent pour moi bah, parfaitement, ouais, moi je me suis retrouvé dans cette France-là dépeinte, et il y a un côté très loin formellement, euh, mais dans le propos, qui m'a beaucoup fait penser, et dans l'objectif en fait, qui m'a beaucoup fait penser à Jacques Demy, notamment aux Demoiselles de Rochefort en fait. Jacques Demy, pour les Demoiselles de Rochefort, il disait je voulais faire un film dont le sentiment serait heureux et faire que le spectateur sorte après la projection, enfin sorte après la projection plus souriant qu'il ne l'était en rentrant dans la salle. Et moi, quand j'entends ça, quand j'entends cette citation, je me dis mais ça conviendrait parfaitement à l'abordage en fait. On est en plein là-dedans. C'est, voilà, comme tu dis, les mots qui sortent comme ça, qui viennent, c'est tendresse, c'est douceur, c'est calme aussi par moment. C'est, tu vois, enfin, des plaisirs un peu naïfs, essayer de s'émouvoir de choses très simples. Et ça peut être ridicule par moment, je peux comprendre qu'on trouve ça ridicule, hein, ça, parce que encore une fois, pour moi, c'est faussement naïf en fait. Parce que derrière, tu les as, les problématiques sociales, tu les as, les préjugés des uns, des autres et tout ça, mais toujours derrière, en arrière-plan, ou dissimulé dans un dialogue, un petit truc comme ça, mais profondément humain en fait, quoi. Tu as quelque chose de très très juste dans le ton et de simple. Et aussi dans le dispositif, je terminerai peut-être là-dessus, mais sur le dispositif très léger euh, qui, qui crée peut-être, je sais pas, de facto une simplicité, une épure complète, quoi. C'est-à-dire que il te filme, bah, je te spoil un petit peu, mais il y a une séquence de karaoké. Euh, Cette séquence-là, tu pourrais la filmer de plein de manières possibles, en fait. Et là, il te fait parfois un long plan séquence, il laisse les plans durer. On est à l'opposé de Camelot et de son montage survitaminé. Là, ça dure, quoi. Et juste, comme il lui dit, bah, je pose ma caméra et ouais, je laisse la poésie du moment, du lieu, des acteurs, de la musique, tout ça s'installer naturellement. Alors par moment, hein, les cyniques diront ah ouais, putain, mais là il y a du regard cam, il y a des machins. Bah ouais, parce que tu sens qu'ils ont tourné ça. Ouais, ils n'ont pas une équipe énorme et que par moment les gens qui sont dans le camping, c'est vraiment des clients du camping certainement, tu vois. Euh, Tu vois ça et c'est pas grave. En fait, tu lui en tiens pas rigueur, tu pardonnes énormément ça. Donc voilà, ne pas en effet avoir peur de ce préjugé dont j'ai pu être aussi, enfin, dont j'ai pu faire preuve de nombreuses fois, et c'est normal, c'est humain, tu vois, d'avoir des préjugés sur des films, tu vois, de par la com, de par ce on a pu t'en dire, etc. Moi, c'est vrai que Guillaume Braque, de par juste la communication et de ce que j'avais pu voir,
Je dis, bon, encore un Romérien qui filme qu'avec des bobos parisiens, entre guillemets, quoi. Et il y aurait rien de plus faux, en fait. Rien qu'en un film, déjà, ça a cassé tout ça. Et encore une fois, je me suis dit, mais voilà, bah, j'ai été trop bête de ne pas avoir eu la curiosité d'aller voir les autres, ce que je vais rattraper très prochainement, parce qu'en effet, je crois que c'est L'Île au trésor, je crois, le film qui est tourné à Cergy, a l'air magnifique, quoi. J'ai vu ça, mais ça a l'air incroyable. Nous qui venons du Val d'Oise, très envie de voir comment il filme notre bon vieux Val d'Oise, quoi. Et ben, c'est très drôle, c'est très tendre, c'est très doux. Voilà, et Conte de juillet, c'est pareil. Donc, c'est peut-être une trilogie qu'on tient là, en fait. Hein. Je ne sais pas s'il en parle dans la promo et tout. Il est passé au cinéma d'étoiles, hein, je crois. Non, oui, il va passer aux toiles. Oui, tout à fait. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on va poster la vidéo, mais normalement, il y a une séance. On est quel jour? Le 24, donc demain. Demain soir à 21h, donc le samedi 24 juillet, aux Toiles à Saint-Gratien, en effet, il vient présenter à l'abordage. Voilà. Bon, donc les gens du Val d'Oise qui nous suivent, n'hésitez pas. Carrément. Même dans les bonus, quand j'ai pu voir des bonus de Guillaume Braque, notamment suite à Conte de juillet, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à dire, évidemment, et qui le fait avec beaucoup de douceur et beaucoup de sincérité. Donc, Voilà, voilà. c'est pas de la pause. C'est pas de la pause. Tu sens vraiment la sincérité et tout ça, et tu sens pas qu'il embrasse ce courant artistique et ces références-là parce qu'il faut se donner quoi. Non, non. Le film, il... oui, par moment. Alors, il faut quand même parler un peu des défauts aussi. C'est-à-dire qu'il y a, moi, en termes narratifs et tout, sans te spoiler, il y a un moment où le film se termine, je fais ah d'accord, en fait on a coupé là quoi. Ah ok bon, j'étais un peu déçu de ça. On veut toujours, surtout bah peut-être nous de par notre pardon on va dire les films qui nous remuent etc. On veut toujours peut-être un peu plus, toujours plus d'ampleur, toujours plus de narration et de trucs. Voilà, t'as envie de dire mais vas-y que ça décolle quoi. Mais bah il y a des films aussi qui peuvent nous toucher où ça reste simple, quoi. Et ça en fait partie. Ce film-là en fait partie et c'est un très joli film. Ok Antoine, bah écoute, merci beaucoup. On est dans les temps, donc c'est parfait. Et écoute, à bientôt. Bah, c'était un plaisir. J'ai pas trop de. Alors là, ouais, on n'a pas trop de visibilité sur la prochaine vidéo, de ce qu'on va pouvoir aller voir, de quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Mais bon, il y a plein de films. Ouais, on peut peut-être conclure là-dessus, mais en ce moment, franchement, même si c'est difficile, avec la mise en place du pass sanitaire dans beaucoup de cinémas, il y a quand même aussi, il faut le rappeler, des exceptions, entre guillemets, ou des cinémas. Il y a une exception qui a été faite pour les cinémas, où des cinémas peuvent décider de ne pas mettre en place, de ne pas faire respecter le pass sanitaire, mais de mettre une jauge de 50 places par salle, non pas par établissement. Ce qui fait que vous pouvez tout de même aller au cinéma sans pass par moment. Et même dans un cinéma qui fait respecter le pass sanitaire, si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez vous faire tester. Moi, c'est un truc que je ne savais pas, j'ai appris ça il y a quelques jours. Tu peux accéder à une salle si tu as, même avec un test antigénique, donc ceux qui se font en 15-20 minutes, tu peux accéder à une séance de cinéma si ton test est négatif. Bref, en ce moment, il y a plein de films. Hein, on le sait, on en a beaucoup parlé, il y a eu tellement d'attentes qu'il y a des films qui sortent chaque semaine, il y a des listes pas possibles, il y a un embouteillage, entre guillemets, de films. En ce moment, franchement, il y en a pour tous les goûts. Tu as du gros blockbuster qui tâche, et je n'ai toujours pas vu Fast and Furious, d'ailleurs, je vais devoir rattraper cette erreur. Il y a du gros blockbuster qui tâche, il y a des films indés très jolis, il y a de la comédie, il y a de l'action, il y a du policier, il y a de l'espionnage, il y a tellement de trucs. Ouais, faut pas s'en priver, faut y aller, quoi. Bon, et ben on va essayer. Exactement. Antoine, merci. Salut François, merci beaucoup et à très vite. Ciao. Ciao.